Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la Biennale Ecopos à l'Université catholique de Lille et nous avons une invitée absolument exceptionnelle, Vandana Shiva, qui est vraiment l'égérie mondiale de l'écologie, qui est arrivée spécialement pour cette Biennale de New Delhi avant-hier. Hier soir, c'était la cérémonie d'ouverture de cette grande Biennale Ecopos. Elle avait lieu au Nouveau Siècle et Vandana Shiva a participé à un show exceptionnel, un ciné-concert qui avait été élaboré par le collectif Bravery in Battle. Et donc ce live avait été aussi rehaussé par le partenariat, la présence exceptionnelle de musiciens de l'Orchestre national de Lille. Et le public, on faisait salle comble, hein, c'est à souligner hier soir, salle comble. Pratiquement 1500 personnes s'étaient réunies pour vivre ce moment unique, un moment inédit. Et donc au milieu du spectacle, Vandana Shiva a fait son entrée et a délivré un message humaniste, un message en faveur de l'environnement, en faveur de la préservation de la nature, du monde du vivant. Et aussi un message musclé, parce qu'il faut le savoir, Vandana Shiva, elle ne mâche pas ses mots. Vandana Shiva, bonjour. You can take your mic. Of course. Voilà. Alors nous avons donc Vandana Shiva va s'exprimer en anglais et Camille qui est avec nous va pouvoir traduire tout ce qu'elle va nous dire. So Vandana, pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu cette soirée, cette cérémonie d'ouverture, sachant que c'était un format inédit et inhabituel pour vous? Yes, it was, even for me, music and ideas and basically bravery in battle, a battle for life, could be shared by so many people. And, you know, for me as an activist, a thinker, writer, and both the group that made the music, as well as the amazing people from the orchestra in Lille, and that it all came together in harmony. To me, that's the key to the future, seeking harmony. Magnifique. Je laisse Camille traduire. Donc oui, même pour moi, c'était un format tout à fait inédit de rassembler la musique, les idées, donc avec Bravery in Battle, moi en tant que militante, en tant qu'écrivaine, avec les musiciens de Lille, et le fait d'être tous ensemble réunis, pour moi, c'est vraiment la clé de l'avenir, l'harmonie. Oui, c'est ça qui est très beau, c'était utiliser l'art pour faire passer un message vibrant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que le défi, c'est de faire passer voilà, le fait qu'il va falloir passer absolument à l'action. Et ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on a une espèce de conservatisme. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc, on voit bien qu'il y a des résistances. Et donc, il faut réussir à faire bouger les lignes et à faire accepter un message qui n'est pas toujours audible, pour certains en tout cas. Et donc l'art peut peut-être permettre de toucher au cœur, d'ouvrir les âmes. Yeah, you know, sadly, most of the sciences have followed the Cartesian path of reductionism, of mechanistic idea, of breaking things down. And art, by its very nature, has to be in the whole, you know. You can't write one sentence and call it a poem. You can't have just one note and call it an orchestra. So the whole comes together. And what people are needing is a communication that touches their minds, their hearts, and gives them their own imagination to find a path out of the total mess we're in. Oui, tout à fait. Et malheureusement, la plupart des sciences aujourd'hui ont suivi le chemin du cartésianisme, de la science mécaniste et réductionniste qui détruit, qui casse en morceaux, plutôt que le chemin de l'art qui est celui de la plénitude. On ne fait pas une poésie avec un mot, on ne fait pas un concert avec une seule note. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est cette communication qui va toucher les cœurs et les esprits et permettre à tout un chacun d'imaginer les voies pour sortir de la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui.
Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, on voit que très souvent, il y a un clivage dans le débat public entre les activistes, les militants, qui peuvent être aussi vus comme des doux rêveurs parfois, qui ne seraient pas assez rationnels, qui n'auraient pas le sens des réalités, et puis de l'autre côté, effectivement, tous ceux qui prônent des solutions technocratiques, technicistes, et qui seraient les gens sérieux. Il me semble que vous, Vandana Shiva, votre parcours fait la synthèse entre ces deux aspects, puisque vous êtes philosophe, donc effectivement le monde de la pensée, même de la spiritualité, c'est une manière d'envisager le monde qui est assez spirituelle, mais vous êtes aussi une scientifique, vous êtes physicienne. Et donc, est-ce que vous réussissez comme ça à faire un chemin de militante sur cette ligne de crête ? Well, I've done my PhD in the foundations of quantum theory, Frederick, and I understood even then that the mechanistic explanation of the world being mixed or fixed, entities unchangeable except by force, it was a very false idea. The world is interconnected, it's non-separate, it is potential in the making. And for me, the ideas of ecology, the ideas of quantum theory, the ideas of emergence in biology, and activism as emergence in social life are one whole. They are one continuum of realizing that we are part of the earth, that we cannot just chop her up and divide her up and own her. We are part of the earth, and therefore we have not just a duty to work according to her laws, but a duty to act when her laws are being violated. To me, activism is a moral duty. It's a spiritual duty, a dharmic duty, as we say in India. Camille prend des notes. Donc, moi, j'ai un doctorat sur les sciences physiques, en sciences physiques, sur la philosophie, sur les sciences quantiques, et je me suis vite rendu compte en faisant cette thèse que la vision mécaniste d'entité, d'un monde fabriqué d'entités individuelles fixes et qu'on ne peut faire bouger par la force est une idée fausse. Le monde est un monde interconnecté, c'est un monde de potentiel, et le concept de l'émergence en biologie, par exemple, est un concept qui se traduit par le militantisme dans le monde social, dans la vie concrète. Et c'est un véritable continuum. Nous appartenons à la Terre, nous faisons partie de la Terre, et donc ça va à l'encontre de l'idée de découper, de fragmenter la Terre, de vouloir se l'accaparer, de la posséder. Et cela nous crée également des devoirs, le devoir de suivre les lois de la nature, mais également de réagir lorsque ces lois sont enfreintes. Et pour moi, c'est un devoir à la fois moral et spirituel. Just one other thing, you noticed I turned my mic. Your mic. For the feedback. This mic looks separate from this mic, but there's a signal moving between them. And when the feedback amplifies, then you get that crazy sound. And it's a sign of interconnectedness, but it's also a sign of structures of power that have stopped to listen and feed back their own illusions on themselves. So they're working on a positive feedback loop that they are the masters of the universe, when we need a signal of negative feedback to say, you're going wrong in this way. And to me, activism is allowing people who are insulated and insane with power to get a signal that there is a world that needs protection, a world where justice is the due of everyone. Merveilleux d'utiliser ça comme une allégorie, c'est vraiment ça. C'est ça que je trouve extraordinaire avec Vandana Shiva, c'est vraiment que c'est une activiste aussi, une penseuse, une poétesse. Oui, vous pouvez traduire. Je voulais juste ajouter que vous avez remarqué que j'ai mis mon microphone de côté, c'est parce qu'il y a un effet Larsen, et ce qui montre qu'on a l'impression qu'il y a deux microphones qui sont deux entités séparées, mais en fait il y a un signal entre les deux qui circule. Et c'est la même chose avec les structures de pouvoir actuellement qui en fait sont dans une boucle et ils n'entendent que le feedback de leur propre boucle qui renforce leur croyance d'être les maîtres de l'univers. Mais ce
dont nous avons besoin, c'est d'un feedback négatif, un retour vers ces puissances de la part des militants pour montrer à ces personnes qui sont ivres de pouvoir et isolées dans cette bulle où ils n'entendent que leur propre message, que le monde a besoin de protection et que nous avons besoin de justice. Est-ce que vous pensez que l'on est en train de vivre une période très paradoxale? Je m'explique. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques alertent, les militants alertent sur vraiment la dégradation du monde du vivant, l'effondrement de la biodiversité, la crise climatique, etc. Et puis, depuis quelques temps, depuis quelques années, eh bien, il y a véritablement un consensus, non seulement scientifique, mais même une prise de conscience globale de la population. Dans le débat public, aujourd'hui, véritablement, le sujet s'invite, mais on voit bien que le focus est essentiellement dirigé sur la crise climatique et que la réponse que l'on apporte à cette crise, elle est essentiellement technocratique. Finalement, on peut résumer ça à une équation mathématique. Voilà, le nombre de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère égale le nombre de hausses de température, de degrés de hausse. Et donc, est-ce que on voit bien qu'on insiste sur la crise climatique parce que quelque part, ça répond à cet esprit rationnel, à ces technicistes, alors que la crise de la biodiversité est quand même essentiellement mise de côté. On en parle très très peu et en tout cas, peu d'entreprises, peu de gouvernements s'en emparent. Comment vous voyez cette situation? You know, in the lead up to Copenhagen Summit on Climate, I wrote a book, Soil, Not Oil. Because we've been organized in our thinking, in our production, in our consumption around fossil fuels and oil, including how we grow food. Our industrial agriculture system is a fossil agriculture. It's 50% of the problem. But the same issue that destroys our health, because we're suffering metabolic diseases, 75% come from food, industrial food. But for me, climate change is a metabolic disorder of a living Earth. Her biosphere, which managed her climate, has been damaged. We, as human beings, could not have lived on this planet 4 billion years ago because it had no life. And then the Earth created the green leaves, the plants, pulled out the carbon dioxide. It was 98% carbon dioxide. Life changed it to a livable planet and invited the human species. The human species is now writing its own extinction, which it doesn't need to, because as long as we see the Earth as living, we understand how her processes work. We understand climate change, not as a technical problem, but as a disorder, a metabolic disorder of having destroyed the Earth's ability to manage the climate by shifting to fossil fuels. We can find all the solutions to regenerate biodiversity while cooling the planet and giving everyone food. All three crises of the extinction, of climate, and hunger and disease are one crisis. And climate change is a symptom. It is not an absolute in and of itself. It's a symptom of the distortion that we forgot the Earth, we forgot her biosphere. Regenerating the biosphere is our work, including as the primary solution to climate change. En amont du sommet de Copenhague, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La terre et non pas le pétrole »,« Soil but not oil ». Et toute notre pensée, toutes nos manières de produire et de consommer ont été façonnées par les carburants fossiles. L'industrie agricole aujourd'hui est une industrie basée sur les carburants fossiles qui représentent 50% du produit. Et ce qui détruit la santé aujourd'hui, c'est cette alimentation qui est nourrie de ces carburants fossiles. 75% des maladies du métabolisme proviennent de notre alimentation. Et je ferai un parallèle avec la Terre où on détruit la biosphère qui est pourtant ce qui rendait possible et rend possible la vie. Il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas d'humains sur Terre, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de vie. Puis les plantes ont émergé, les feuilles ont produit de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère, c'était 98% de CO2. Et donc, avec
avec l'avènement des plantes, la Terre est devenue vivable. Les hommes sont donc apparus, mais aujourd'hui, l'homme est en train d'œuvrer à sa propre extinction. Mais si on voit la Terre comme un être vivant, alors on se rend compte que la crise climatique est en fait une maladie métabolique. Et donc, parce qu'on a détruit l'ordre naturel de la Terre avec l'utilisation de ces carburants fossiles. La crise à la fois de l'extinction de la biodiversité, la crise climatique et la crise alimentaire, la crise de la faim, sont finalement la même crise. Il s'agit de différentes facettes d'une même crise et le changement climatique en est un symptôme. Et notre devoir maintenant, c'est de régénérer cet écosystème qui rend la vie possible. And the technocratic response to climate change is also a corporate response to climate change, where the polluters are turning the crisis into their new opportunity for profits and control. Geoengineering, changing the climate by intention. That's what Mr. Gates is doing. Worse, blaming nature for the crisis, blaming animals who are part of nature. Yeah? There's a tax on animals in New Zealand. 1 million sheep are to be wiped out. The idea of lab-made fake meat, fake cheese, fake milk is Silicon Valley's new dream of super profits. And that's why, for me, the growing of real food, caring for the soil, caring for biodiversity, eating what is necessary to regenerate the health of the planet and our health is so vital. Real food is the revolution of our times. Et la réponse technocratique qui est donnée à toutes ces crises sont en fait les réponses des entreprises, des grandes corporations. Ce sont les pollueurs qui ont généré cette crise, qui aujourd'hui arrivent à la retourner, en faire une opportunité de générer des bénéfices et d'asseoir leur contrôle au travers de la bio-ingénierie, par exemple. On pourrait citer Bill Gates ou même en avançant des arguments que ce serait la nature elle-même ou les animaux eux-mêmes qui sont la cause de cette crise. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a abattu 1 million de moutons. On nous parle de viande fabriquée en laboratoire, de faux fromages, de faux lait. Tout ça, c'est le rêve d'une Silicon Valley qui veut tirer des bénéfices de la création de ces faux aliments. L'agriculture, elle, est une réponse à cette crise en prenant soin à la fois du sol et de la biodiversité. On crée une nourriture saine, saine pour nous, les humains, et également pour la terre. Et c'est la vraie nourriture, la nourriture authentique qui est la vraie révolution d'aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin, on va devoir conclure. Et donc, ce que je trouve extraordinaire, il y a deux choses. C'est que là, justement, vous dénoncez un système qui est très puissant. Et on voit, c'est vraiment le résumé de l'histoire de votre vie en tant qu'activiste, c'est que vous vous êtes attaqué à tous les plus puissants. Vous n'avez jamais hésité à vous attaquer à Coca-Cola. Vous n'avez pas hésité à vous attaquer à Monsanto. Donc, vraiment des corporatismes ultra puissants. Et donc, aujourd'hui, nombre de jeunes ont l'impression que comment va-t-on réussir à renverser la table alors qu'on est face à des puissances qui ont l'air indéboulonnables. Et en fait, ce que vous avez vécu toutes ces décennies vient nous montrer que c'est possible. Et donc je pense que c'est sans doute un message d'espoir. Et ce message d'espoir résonne avec un mot que vous avez prononcé à plusieurs reprises, c'est le mot care, prendre soin. Et donc est-ce qu'on n'est pas justement face à une bataille existentielle entre l'esprit de domination et d'exploitation versus l'esprit du prendre soin? Absolutely. We wouldn't have life without care. If our parents hadn't cared for us, we wouldn't have grown up to be who we are. If the earth hadn't given us care, we wouldn't be alive. And we now have to be mothers to Mother Earth by giving care in a time where capitalist patriarchy and domination and exploitation is not just causing huge harm to the earth, but actually closing the door for future generations on that path. As Mark Zuckerberg said, there's no place for 99% people on this planet in my economy. But that's where we have to create an economy of care. Mr. Zuckerberg's meta-universe is not the only universe. We can create other universes. So it's not an issue of reversing what these power-hungry crazies want to do, but finding another path.
just changing the track, changing your ideas, changing your mind, putting care at the center rather than greed. On va avoir la traduction de cette merveilleuse conclusion de Vandana Shiva. Tout à fait, il n'y a pas de vie sans soins. Si nos parents n'avaient pas pris soin de nous, enfants, on ne serait pas là aujourd'hui. Si la Terre n'avait pas pris soin de nous, la vie n'existerait pas. C'est à notre tour maintenant d'être la mère de la planète mère et lutter contre la volonté de domination et d'extermination des capitalistes patriarcaux qui non seulement abîment et détruisent la planète, mais détruisent aussi les possibilités des générations futures. Mark Zuckerberg a dit que dans l'univers, il n'y a pas assez de place pour les 99%, mais le métavers de Zuckerberg n'est pas le seul autre possible. Et l'objectif n'est pas d'inverser la tendance actuelle, mais de changer de voie, de changer nos pensées, nos idées et choisir le soin contre la cupidité. Nous sommes en direct de l'Université catholique de Lille, c'est la biennale Ecopos. Allez sur ecopos.fr, une programmation absolument exceptionnelle vous attend. On vous attend nombreux et tout à l'heure à 11h30 jusqu'à 13h, Vandana Shiva va nous donner une superbe masterclass. Cet après-midi à 14h, la projection de Everything Will Change, un magnifique film sur justement la biodiversité. Et de 16h à 18h, un débat sur la biodiversité avec Gilles Boeuf, Éric de Kermel et la jeune activiste Camille Etienne que je vais recevoir dans un instant sur ce même plateau. Merci beaucoup.